tic-tac. C'est le bruit de l'aiguille qui tourne dans une montre qui indique le temps qui s'écoule inexorablement. Imaginez-vous, en 2023, à une époque où les écrans sont omniprésents, en l'espace de quelques minutes, suivant le média ou le réseau que vous utilisez, vous vous retrouvez bombardé d'un flot incessant d'informations en tout genre et sans aucune limite semble-t-il. Le temps semble s'étirer pendant que vous scrollez machinalement sur votre fil d'actualité en quête de nouveautés. Ainsi sommes-nous désormais entrés dans l'ère de l'information continue, une ère où l'information, comme tout bien de consommation, se retrouve formatée, présentée et mise à disposition de façon à être consommée rapidement et sans interruption, quitte à provoquer un sentiment de saturation chez ses consommateurs. Ce mouvement s'inscrit dans le besoin que nous avons de nos jours à aller toujours plus vite et à la possibilité que nous avons grâce à la libéralisation des échanges de pouvoir être informés en quasi-temps réel d'un événement se déroulant à l'autre bout du monde. Avec ce mouvement, on pourrait penser que nous sommes donc désormais mieux informés et armés pour comprendre les différents événements se déroulant tout autour de nous, mais est-ce forcément vrai? Est-ce que la quantité et l'accès quasi limité à tout type d'informations nous rend forcément mieux informés? C'est le sujet d'analyse que nous allons aborder avec cette question. À l'ère des réseaux sociaux et des médias en ligne, sommes-nous mieux informés? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Imaginons un monde où la réalité serait définie par des lois qui structureraient ce qui peut exister et ce qui peut arriver. Ces lois permettraient de faire émerger deux notions, celle du temps, le fait que les choses se succèdent les unes après les autres par un lien de causalité et dans un ordre apparent, ainsi que celle de l'espace, le fait que les choses se produisent dans un point ou un autre d'une étendue en 3 dimensions, le haut, le bas et la largeur. Dans ce monde, les choses et les objets le composant, comme les atomes ou un oiseau par exemple, se rencontrent et évoluent au gré de leur interaction dans l'espace et dans le temps. On parle alors d'événements pour caractériser cette interaction. Mais qu'est-ce que cela a donc à voir avec l'information, me direz-vous? Tout d'abord, vous aurez compris que le monde dont il est question est le nôtre, et que celui-ci est constitué d'événements aussi infimes que gigantesques, comme la rencontre entre deux atomes ou le déplacement d'une planète. Lorsqu'un événement se produit, il est donc la conséquence d'une interaction entre deux objets qui vont aboutir à un mouvement ou un changement d'état d'un état A à B. Lorsque l'événement est observé, noté ou enregistré par un individu ou un système quand il se produit, il fournit ainsi une donnée à son observateur. Encore une fois, vous vous demandez peut-être ce que toute cette argumentation a donc à voir avec la notion d'information. Eh bien, il faut savoir qu'une information n'est qu'une donnée à laquelle on va pouvoir donner un sens, comme l'annonce de l'heure d'arrivée du prochain train ou la date de début des soldes. En effet, l'information du latin informare, qui signifie donner forme à ou se former une idée de, a pour vocation de donner connaissance d'un événement ou d'un fait de différents types, de telle sorte qu'in fine, nous ayons tous une idée ou une vision commune de l'évolution de notre monde ainsi que son état à travers le temps et l'espace. Ceci est la définition de l'information au sens noble, voire théorique du terme, mais cette définition peut nous aider à comprendre les autres notions de l'information qui en découlent, comme l'information au sens journalistique du terme, les false news ou encore les fake news. Ainsi, la définition de l'information au sens journalistique repose sur 3 critères. Le premier, avoir un intérêt pour le public, le second, être factuel, et enfin le dernier, être vérifiable. Elle se différencie donc de la false news, qui correspond à une information factuellement fausse, mais sans véritable intention de tromper ou sans connaissance de son caractère faux au départ, exemple indiquer qu'une personne est morte sur la base d'éléments erronés, et de la fake news, qui correspond à une information factuellement fausse, avec une connaissance de ce caractère au départ, et transmise dans un objectif de duper la cible de cette information. Derrière la définition de l'information, il y a donc une notion très importante qui ressort qui est celle d'utilité. L'information doit servir à son destinataire et lui permettre de disposer d'une connaissance supplémentaire sur les événements se produisant autour de lui. En rajoutant cette précision, la vidéo d'un petit chaton publié sur TikTok ou l'article publié dans le New York Times sur les gilets jaunes sont deux types d'informations différentes dont la différence réside dans l'objectif visé in fine. D'un côté, l'information diffusée via TikTok va avoir pour objectif de distraire ou d'amuser ses cibles en jouant sur les émotions, tandis que l'information publiée dans le Times va avoir pour objectif de fournir des données factuelles pour permettre à ses destinataires de pouvoir effectuer un jugement rationnel ou avoir une connaissance à jour sur un sujet. Pour schématiser grossièrement, on va avoir une information qui parlera plutôt à notre subconscient et à nos émotions, et une
une autre qui s'adressera plutôt à notre raisonnement conscient. Cette distinction est très importante pour comprendre la nature des informations diffusées de nos jours via les réseaux sociaux ou les médias en ligne, ainsi que comment se positionnent les différents producteurs d'informations en ligne. Par ailleurs, l'information étant bien souvent un bien de consommation comme un autre, elle repose sur la concurrence entre les producteurs de celle-ci, ainsi qu'une contrepartie pour y avoir accès. Par exemple, l'abonnement à un journal en ligne ou l'acceptation de la réutilisation des données personnelles pour certains réseaux. Pour tirer leur épingle du jeu et battre la concurrence, les producteurs de l'information vont donc devoir produire rapidement mais efficacement de l'information, ainsi que faire en sorte que cette information soit diffusée par le plus grand nombre. C'est là qu'une notion importante va apparaître dans la diffusion de l'information, la viralité. Dans leur livre Fake News et viralité avant Internet, Pierre-Carl Langlais, Julien Chou et Marie-Ève Terranti reviennent sur les processus qui sont à la base de la notion de viralité. En effet, dès la fin du 19e siècle, les sociologues des foules se sont intéressés aux mécanismes qui permettent la propagation des idées et des comportements dans les sociétés modernes. Ainsi, pour Gabriel Tarde, les relations hiérarchiques importent moins dans une collectivité que les relations micro-imitation d'individu à individu. Une société fonctionne grâce à une myriade de relations sociales d'imitation de proche en proche qui expliquent les régularités statistiques observées dans les études sociologiques. Plus simplement, les formes verticales de diffusion de l'information, du haut vers le bas, du pouvoir vers le peuple ou du centre vers la périphérie notamment, structurent moins la société que les formes de diffusion horizontales entre pairs et individus. La viralité repose ainsi principalement sur le deuxième type de diffusion de l'information, horizontale, avec trois caractéristiques. La décentralisation, une information virale fonctionne de façon décentralisée avec plusieurs canaux de diffusion. Le caractère multiple voire anonyme de la diffusion, via la multiplication des acteurs. Un des aspects les plus distinctifs de la communication virale va être de diffuser par reproduction voire variation. Et enfin, l'absence de régulation institutionnelle dans la production et la diffusion de l'information. On peut voir que l'information, aussi bien dans les médias ou sur les réseaux en ligne, repose sur ces caractéristiques. Il n'y a plus qu'un seul producteur de l'information, mais une multitude, sauf peut-être dans certains régimes autoritaires. La production est mutualisée et il n'y a pas un seul organe en charge de réguler la diffusion de l'information en ligne. Ceci étant dit, comment un producteur d'information en ligne, comme un journal, une plateforme ou un podcast, peut rendre son information virale? Eh bien, pour répondre à cette question, les travaux des sociologues des foules ou du domaine du marketing peuvent nous fournir quelques éléments de réponse. Édouard Bernet, neveu de Freud et père des relations publiques ou de la propagande moderne selon certains, avait compris sur la base des travaux de son oncle que pour influencer une foule, il valait mieux parler au subconscient des individus et à leurs émotions plutôt qu'à leur esprit rationnel. L'émotion, qu'elle soit bonne comme la joie ou mauvaise comme la colère, est un puissant déclencheur dans la prise de décision, et ceci s'applique parfaitement dans le cadre des informations virales, dont une grande partie, de la dépêche sur un grave accident ou la vidéo sur un père jouant avec son bébé, repose sur la contagion émotionnelle pour être diffusée. En plus du caractère émotionnel, la diffusion de l'information repose également sur deux autres concepts, les réseaux small world et les hubs. Vous connaissez sûrement la théorie qui veut que chaque personne est reliée à toute personne dans le monde à 5 ou 6 individus près. Eh bien, cette théorie a été validée par l'expérience de Stanley Milgram en 1969, qui partait de l'hypothèse que chacun puisse être relié à n'importe quel autre individu par une courte chaîne de relations sociales avec 6 degrés de séparation. Ces courtes chaînes sont appelées des réseaux small world, phénomène du petit monde en français. La méthode pour trouver ces chaînes consiste à essayer de remonter vers une personne centrale qui serait en contact avec un grand nombre d'individus, comme Barack Obama ou le maire de votre ville par exemple, puis de redescendre ensuite de cette personne vers l'individu cible. Ces individus, sorte de superstars sociales connectés à 10 voire 100 fois plus de personnes que la moyenne, sont appelés des hubs. Ces réseaux small world avec leurs hubs sont des structures qui ne sont pas propres qu'aux relations sociales humaines et qu'on retrouve également dans la nature, comme dans les connexions des neurones ou l'organisation d'un réseau électrique par exemple. La raison pour laquelle on retrouve ces réseaux dans de nombreux domaines dans la nature est la facilité avec laquelle ils permettent de propager une information. Avec quelques connexions, ces réseaux permettent de transmettre une information à une multitude de points ou d'individus de façon efficace. C'est la raison pour laquelle bon nombre d'entreprises sont prêtes à faire des partenariats avec des influenceurs pour vendre leurs produits. C'est parce qu'elles savent qu'ils représentent des hubs capables de faire passer leur message de façon plus efficace qu'avec une simple publicité à la télévision. Même chose avec les influenceurs sur les réseaux sociaux qui vont jouer le rôle de hub en diffusant une information qui peut devenir virale par le fait qu'ils sont connectés à des milliers de personnes via leurs abonnés. La viralité repose en conclusion sur la contagion émotionnelle, mais également sur la structure des groupes d'humains avec les réseaux small world. On peut noter que les réseaux sociaux comme TikTok ou Twitter ont bien compris ces concepts qui sont au cœur de la diffusion de l'information sur ces plateformes, comme avec les challenges par exemple. La danse de Wednesday Addams reprise par tous sur TikTok ou le Ice Bucket Challenge
tous les deux reposent donc sur la viralité. Les acteurs des médias classiques se sont également adaptés à cette transformation dans la production et la diffusion de l'information à l'heure d'Internet en produisant des contenus de plus en plus viraux, mais reste qu'à la différence des réseaux sociaux, ils disposent de biais ou de limites qui peuvent freiner le potentiel viral des informations qu'ils diffusent. Bien qu'ils s'adaptent également au code de la production et de la diffusion de l'information à l'ère d'Internet, les médias classiques peuvent avoir des biais dans la manière dont ils approchent et diffusent l'information. Dans leur livre La fabrique du consentement, Noam Chomsky et Edward Herman avancent ainsi l'idée que les médias diffusent avant tout une propagande au bénéfice d'un groupe de dominants. Selon Chomsky et Herman, ce modèle de propagande s'exerce à travers 5 filtres. La dimension économique du média liée à son financement, le poids de la publicité dans le financement du média, le poids des sources officielles et reconnues par les médias, les pressions de diverses organisations ou individus sur les lignes éditoriales, ainsi que le filtre idéologique de la société, par exemple la guerre contre le terrorisme aux États-Unis dans les années 2000. Sur la base de ces filtres, l'information diffusée sera donc cadrée et relayée selon une certaine ligne éditoriale, contrairement au caractère décentralisé et moins régulier de l'information sur un réseau social comme Twitter par exemple. Ceci peut expliquer pourquoi les dépêches ou les nouvelles proposées dans différents journaux semblent être les mêmes, ce qui n'est pas qu'une impression comme l'a démontré Julia Cagé dans son livre L'information à tout prix. En effet, les médias sont réactifs en grande partie parce qu'ils innovent peu. Les médias, y compris ceux de référence, se contentent régulièrement de reprendre les contenus originaux produits par l'AFP ou leurs concurrents sans même y ajouter d'efforts rédactionnels. On peut ainsi estimer que 64% de l'information produite en ligne par les médias d'information est du copier-coller pur et simple. Par ailleurs, les médias classiques comme la presse sont de véritables organisations à but lucratif pour la plupart. Ils vont donc avoir besoin de rentabiliser la production d'informations pour pouvoir fonctionner et générer du profit, ce qui mène notamment à ce que certains de leurs contenus soient payants, ce qui va d'autant plus diminuer les cibles que peuvent atteindre leurs contenus et le potentiel viral de ceux-ci. En effet, on peut voir que chez les jeunes générations, les réseaux sociaux dament le pion sur les médias classiques pour certaines de ces raisons. Les lignes éditoriales des médias qui vont orienter l'information dans un sens ou un autre, la tâche que vont avoir les jeunes pour certains producteurs de contenu sur les réseaux, ou le caractère payant des contenus dans les médias classiques. Les réseaux sociaux renforcent ainsi leur place aussi bien dans la diffusion d'informations émotionnelles que rationnelles, ancien fief des médias classiques, mais sont-ils vraiment les plus adaptés pour diffuser tout type d'informations en ligne ? Les réseaux sociaux veulent se positionner comme de nouveaux leaders de l'information en ligne, on le voit bien avec Twitter ou Facebook News. Comme nous l'avons vu, les réseaux sociaux puisent leur force dans leur capacité à rendre viral les contenus qui y sont diffusés. Ils peuvent également compter sur le design de leur plateforme qui repose sur des interfaces conçues pour capter l'attention des utilisateurs et les garder un maximum possible sur leur plateforme. On parle ici de persuasive design ou de design de l'attention en français, dont l'objectif est de concevoir des outils et des mécanismes afin de vous faire passer le plus de temps possible à utiliser ces réseaux sociaux. Ces grandes plateformes en ligne comme Facebook vont donc avoir la capacité de toucher un public important de façon rapide et dans le temps, ce qui peut avoir ses effets bénéfiques et négatifs. Côté bénéfique, la diffusion d'informations comme l'identification des survivants d'une catastrophe sont facilitées via ces réseaux. Cependant, côté négatif, du fait qu'il n'y a pas de véritable régulation de l'information sur ceux-ci, ils sont particulièrement perméables à la diffusion de false et fake news qui peuvent avoir des conséquences dangereuses selon les cibles de ces informations. Par ailleurs, la production de l'information sur les réseaux n'est pas forcément issue des personnes ayant le plus de compétences sur un sujet, comme dans le domaine scientifique ou historique pour ne citer que. Et comme toutes les voix semblent se valoir sur ces réseaux, l'opinion sur un sujet d'un influenceur fortement suivi peut valoir tout autant de poids que l'information d'une personne jugée comme experte par ses pairs dans le domaine et travaillant au plus près du dit sujet. De plus, les médias classiques disposent de financements et de ressources qui vont permettre de produire du contenu informationnel souvent plus approfondi que les contenus sur les réseaux sociaux, qui vont bien souvent renvoyer vers un article d'un média classique pour permettre d'avoir plus de détails. Les réseaux sociaux ont donc un rôle plus grand dans le marché de l'information, mais ils ont ainsi des limites qui font qu'ils ne peuvent pas remplacer aussi facilement les médias classiques. Il semblerait qu'une bonne combinaison pour s'informer en 2023 repose sur l'utilisation des réseaux sociaux, avec le suivi d'influenceurs ciblés pour chaque thématique d'intérêt, afin de disposer d'une information rapide et synthétique, ainsi que de suivre différents acteurs des médias classiques pour disposer d'une information plus détaillée et sourcée. Après toute cette analyse, il est maintenant temps de répondre à notre question de départ. À l'ère des réseaux et des médias en ligne, sommes-nous mieux informés ? Nous allons fournir une réponse à cette question avec plusieurs points. Premièrement, et pour commencer par une métaphore, il faut s'imaginer qu'au regard de la multitude de médias et réseaux en ligne, produisant ou diffusant simplement de l'information, le marché de l'information en ligne peut être vu comme un grand supermarché où une multitude d'informations de qualité et de types différents seraient mises à disposition des consommateurs, les cibles de l'information. En ce sens, nous disposons de plus d'informations de façon
façon quantitative, mais pas forcément d'une information plus qualitative, dû au fait que de par la concurrence que se livrent les producteurs d'informations en ligne, il faut produire vite et à moindre coût de l'information, quitte à perdre en qualité et saturer les consommateurs avec une information de qualité plus faible. Cependant, comme dans tout supermarché, en fouillant à travers les rayons et en prenant le temps de comparer les produits disponibles, les informations mises à disposition, on peut se rendre compte que nous avons à disposition des producteurs d'informations de qualité encore disponibles, mais qu'il faut du temps, de la détermination et surtout faire preuve de discernement pour trouver ces sources. Et c'est le dernier point sur lequel nous allons conclure cette réponse, faire preuve de discernement. C'est le point essentiel qui va permettre de s'orienter dans ce supermarché de l'information, arriver à reconnaître les sources fiables d'informations, diversifier ces sources et développer un véritable sens critique sont les seules clés pour être véritablement bien informé à l'heure des réseaux et des médias en ligne. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Merci à tous ceux qui ont regardé cette analyse en entier. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour rester au courant de nos prochaines analyses où nous continuerons d'explorer les impacts de nos usages sur la technologie et de la technologie sur nos usages. À bientôt.